Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons analyser le personnage de Barou Shuei. Donc ce personnage du manga Blue Lock, je vais vous montrer en quoi c'est une grosse incarnation et personnification de l'orgueil comme indiqué dans le titre. Donc cette vidéo, rassurez-vous, ça peut en effrayer certains, ce ne sera pas un bête résumé de l'histoire du personnage. De toute façon vous avez lu le manga. Non, ici je vais être plutôt dans l'analyse et un petit peu analyser la profondeur du personnage et ce que ça raconte un petit peu. Donc premièrement, le personnage de Barou Shuei est connu pour être quelqu'un qui adore s'appeler le roi du terrain. Et en fait quand on parle de roi de manière globale et quand on regarde de manière historique, les plus grands rois ou plus grands dirigeants, en fait, se caractérisent par le fait d'avoir été à l'origine des fédérateurs de plusieurs contrées en les unifiant d'un seul et même pays. Alors bon, là, je vais regrouper tout ce qui est roi, empereur et globalement dirigeant. Donc c'est pas spécifique au roi, mais vous comprenez l'idée. Par exemple, on peut penser à Bismarck qui unifie l'Allemagne, ou même Jules César où il y avait 3 milliards de pays dans l'Empire romain. Et dans Blue Lock avec Barou, comment ça se caractérise? Ça se caractérise tout simplement par le premier match qu'on voit du manga dans le Blue Lock contre l'équipe Z. Donc Barou joue dans l'équipe X qui va se confronter dès le premier match à l'équipe Z qui est celle des protagonistes. Et ici Barou remplit complètement son rôle de roi fédérateur, je m'explique, parce que au début du match, vous voyez, c'est carrément la street. Et c'est là que intervient Barou qui, de par sa force et son talent, met toute l'équipe X d'accord. Donc là on a un petit peu une vision du leader selon Xingqiu. Donc pour ceux qui ne savent pas, celui qui a écrit l'art de la guerre, et selon lui, pour résumer, un leader, ça doit se caractériser par quelqu'un qui montre l'exemple et qui est un modèle à suivre. Et là, Barou est clairement un modèle à suivre pour l'équipe X, étant un attaquant tout simplement monstrueux à ce stade du manga. Alors, un détail assez marrant qu'on peut constater dans le manga, c'est qu'on peut imaginer que l'individualisme de Barou s'est renforcé au fil du manga, et que à la base, il n'était pas si individualiste qu'on peut l'avoir dans la suite du manga, je m'explique. Tout simplement, cette action, on le voit faire une passe, alors que dans la suite du manga, c'est limite sa mère la pute s'il fait la passe. Donc on peut s'imaginer qu'à ce moment-là, de par le fait qu'il ait mis toute l'équipe X d'accord et que son individualisme fasse gagner son équipe, qu'il se conforte dans cette logique-là et qu'il finalement s'enfonce dans son individualisme et le renforce. Si on a suivi seulement le manga, on pourrait se imaginer que l'équipe X en fait sont les grosses salopes de Barou, je m'explique dans le sens où c'est seulement Barou qui a passé la première sélection et le reste de l'équipe ils se sont fait complètement baiser. Et on peut se dire, l'équipe X, je sais pas, ils ont pas ragé un moment, ils sont pas révoltés. Et justement, dans le spin-off Nagi, ce qui est très intéressant, c'est contre le match contre l'équipe V, c'est qu'on peut voir l'équipe X complètement ragée sur Barou, qui ne joue que de manière individualiste, mais qui face à de vraies équipes, cet individualisme ne marche pas. Et c'est pour ça qu'on peut voir une tentative de révolte de l'équipe X. Cependant, cette même tentative échoue. Et sachant l'échec de cette révolte, en fait, ça va tout simplement conforter Barou dans son idée de l'individualisme et le fait qu'il est le roi du terrain et que seul lui doit avoir la balle pour mettre des buts. Et c'est comme ça qu'on peut imaginer que Barou a eu du mal à changer sa mentalité à ce niveau-là. Parce que quand l'équipe X a essayé de le faire, ça a complètement échoué, donc il se dit que ça n'a aucun sens que des gens essaient de se révolter face à sa domination. Et de toute façon, vu que l'équipe X c'était des grosses merguez, ils ont rien pu faire, et donc ils ont pas pu imposer leur point de vue à Barou, parce que oui, finalement, d'un point de vue royal et dirigeant, c'est un petit peu s'imposer par la force, dans un sens, quand on regarde certains concurrents. Même si je sais que c'est un peu plus subtil que ça, et c'est pour ça que Garou garde cette mentalité du fait qu'il doit marquer des buts pour son propre compte et qu'il puisse briller et devenir le roi du terrain. Donc maintenant nous allons aborder le cas de la 3ème sélection avec le tournoi des rivaux. Donc là ça marque un début de décadence pour le personnage de Barou, parce que oui, au début de la 3ème sélection, il se fait tout simplement recaler de par justement son individualisme qui est trop présent. Malgré le fait qu'il ait failli faire gagner son équipe, en fait c'est lui-même qui a causé la perte de sa propre équipe, comme l'a expliqué Naruya, de par le fait qu'il a joué de manière trop individualiste. Donc c'est pour ça que ses adversaires ont jugé plus pertinent de choisir le Messi d'Aomori, d'ailleurs la plus grosse arnaque de ce manga, au profit de Barou qui est juste complètement ingérable et donc peu productif pour un collectif, même si on parle de collectif d'individualisme, lui, même parmi les individualismes, il est complètement ingérable. C'est là qu'on se rend compte que les armes de Barou, à ce stade-là, sont insuffisantes pour aller plus loin dans le Blue Lock. Donc là où ça va devenir intéressant, c'est tout simplement le match face à la RKC. C'est ce que j'appelle la RKC, en fait, c'est la team avec Ryu, Kunigami et Shigiri, et vu. Donc face à ce match-là, en fait, ça se passe comme avec les 2 matchs précédents de la 3ème sélection, c'est Barou qui fait de la merde en voulant jouer individualisme et trop prouvé.
Alors si dans un premier temps Isagi cherche à collaborer avec le roi et un petit peu aller dans son sens, à un moment il se rend compte que ça ne sert à rien et que bon, si le roi ne souhaite pas écouter, à un moment comme en France, bah faut faire la révolte et la guillotine. Donc c'est ainsi qu'Isagi va complètement changer son style de jeu. Au lieu de jouer avec Barreau, bah il va se servir de Barreau pour marquer ses buts. Et là où la révolte est différente par rapport à l'équipe X, c'est tout simplement qu'Isagi n'est pas une grosse merguez et qu'il sait comment gérer Barreau et carrément le dominer sur le terrain. Et c'est pour ça que la révolte d'Isagi marche. Et elle marche encore plus dans le sens où il gagne sans lui. Et même à ce stade du match, Barreau est un boulet pour l'équipe. Comme Isagi le relaie avec sa métaphore de se battre contre un cerbère quand t'as un bras coupé. Alors bon, dans un premier temps, Barreau est dans une forme de déni, mais il y a un moment où il se rend compte que, en effet, sa force est inférieure à celle de Isagi. C'est pour ça que vers la fin du match, il commence complètement à se soumettre à Isagi en lui faisant la passe. Et c'est là que Barreau se met à la place de celui qui est soumis. Vivre dans un monde où c'est pas moi qui brille sur le terrain. Bon, vous connaissez la scène, cependant, à la fin du match, sur la dernière action, Barreau, au lieu de faire la passe, décide de faire une percée complètement folle en faisant des ish-ish. Et c'est ainsi qu'il marque le but de la victoire et retrouve son titre de roi du terrain. Et ici, qu'est-ce que ça raconte? En fait, Barreau passe d'un roi qui était un petit peu assisté par ses coéquipiers, comme on a pu le voir dans l'équipe X, et globalement ce qu'il voulait faire dans les équipes de la 3ème sélection. Donc là, on a un petit peu le modèle du roi désireux qui est sur son trône mais qui branle rien, à un roi qui se doit d'être conquérant et dominer le terrain par ses propres moyens sans l'aide des autres. Et c'est pour ça que Barreau s'est débloqué une arme de dernier recours. Et donc là, il avait qu'une seule mission, aller chercher le but par lui-même, et ce quel que soit le prix. Même s'il ne doit plus passer pour le héros du terrain, mais l'antagoniste du terrain, ça, il s'en fout. Tant qu'il marque le but, il est content. Donc ce que nous montre le personnage de Barreau, c'est un petit peu la remise en question du sportif, voire carrément du guerrier, si on reprend un petit peu sa mentalité de roi, comme ce malade mental le pense. Donc il y a deux possibilités issues à une remise en question. C'est premièrement complètement changé au point de se trahir lui-même, c'est ce qui s'est un petit peu passé vers la fin du match, c'est-à-dire au point de jouer comme une salope pour Isagi et Nagi en leur faisant tout simplement des passes, et trahissant le joueur qu'il a été, qui lui mettant brisé l'ego de ses adversaires. Ou deuxième option, c'est ce qui s'est passé avec cette action, c'est prendre conscience que son orgueil ne suffit plus et qu'il faut le renforcer. Donc là, ce qui a été très intéressant et plutôt cool à voir, c'est que Barreau a su se remettre en question, certes, mais sans trahir ses idéaux. C'est un petit peu une leçon de vie qui peut se servir, c'est-à-dire que bon, si vous avez des idéaux ou je sais pas, une mentalité, mais que ça marche pas dans votre domaine, finalement, en fait, la meilleure solution, c'est tout simplement la renforcer comme un gros bourrin, au point qu'il mette tout le monde d'accord dans votre domaine. Donc là, c'est ce qui s'est passé avec Barreau. Il a renforcé cet aspect de roi orgueilleux au point de racketter le ballon à ses propres coéquipiers et se servant d'eux pour mettre ses propres buts. Et c'est ainsi que Barreau pourra continuer à briller sur le terrain comme il a toujours voulu, mais en restant performant. Donc ici, les auteurs ont voulu un petit peu représenter la défaite au travers du personnage de Barreau, comme l'explique Ego, où il y a deux types de personnes face à la défaite, celles qui se disent sniff sniff, TKT ça va passer, et celles qui sont complètement consumées par le désespoir, mais un désespoir tellement fort qui permet de trouver de nouvelles forces. Et pour reciter Utsingzhu, vous avez gagné des QI grâce à cette vidéo. Selon lui, dans le meilleur des cas, lors d'une confrontation dans la guerre, il faut toujours laisser une forme d'espoir à l'adversaire. Car sinon, dans le cas contraire, si l'adversaire est dans un désespoir complet, il va se dire « j'ai plus rien à perdre, donc autant faire ça ». Et se faire ça va parfois être bénéfique et donner de nouvelles forces à l'adversaire. Donc là, si on peut le réinterpréter d'une certaine manière, en fait, on peut se dire que le désespoir peut représenter une forme de force. Et ce que Barreau a réussi à mettre en place grâce à cette action qui était très croustillante. Et comme je dis, il y a deux personnes face à la défaite, donc il y a les Isagi Barreau, et puis il y a les merguez. Et les merguez, c'est quoi? Se dire, ouais, c'est pas ma faute, de toute façon, il y avait ci, il y avait ça. Ouais, on vous voit, les gens de YouTube, là. Hein, ceux qui disent, ouais, les balles perdues, bon, c'était moins 15 ans, mais vas-y, on va rien dire. Donc c'est à l'issue de ce match que ça marque une évolution marquante du personnage, qui a su complètement détruire l'image qu'il avait de lui-même pour passer d'un roi que l'on servait à un roi que l'on pourrait considérer comme tyrannique qui va à l'attaque. Et cette cassure se traduit dans l'animé par son OST qui devient putain d'agressif sans raison, voilà. Et aussi si on peut parler de manière graphique, c'est à ce moment-là que Barreau est beaucoup représenté avec ces sortes d'éclairs noirs ultra agressifs. Tu sentais l'agressivité du mec quand il les a dessinés. Et ce changement majeur graphique traduit un changement majeur de personnalité. Donc à ce stade, Barreau ne sera plus le même qu'avant.
Donc avant d'entamer cette partie, bah j'invite premièrement les Animonly à quitter la vidéo parce que ça va spoiler les salles, donc ciao les amis, et merci pour watch time, mais allez dehors. Et pareil avec les manga only, parce que bon, globalement en fait dans l'arc des U20, il n'y a pas eu de grosses évolutions, de changements concernant la mentalité du personnage de Barreau, ça reste dans la continuité de la 3ème sélection, donc en soi il n'y avait rien de très intéressant à analyser à mon avis, donc vous aussi allez dehors, mais merci pour watch time et la visibilité. Voilà, maintenant on va pouvoir spoiler seulement. Donc, à ce stade de Descan, nous sommes dans ce qu'on appelle l'arc Nego Egoist League. Bon, je vais faire une petite mise en contexte, mais très rapide, vous inquiétez pas. Donc, à ce stade, chaque joueur du bloc peut choisir parmi des équipes de différentes nations, une équipe pour jouer une sorte de tournoi improvisé. Donc, quand Isagi a choisi l'Allemagne avec le Bastard, lui, Barreau aura choisi le Uber avec l'Italie. Alors bon, je précise que dans cette vidéo, il y a de grandes chances que par simplicité de langage, au lieu de dire Bastard, je dis le Bayern, et qu'au lieu de dire les Uber, je dise la Juve. Vous savez de qui je parle au moins. Bon, là où ça va nous intéresser, c'est forcément le match de la Juve contre le Bayern. Alors ce qui est intéressant à analyser, en fait, c'est la mentalité principale de l'équipe italienne. Parce que oui, chaque équipe de la Egoist League a une mentalité principale. Bon, je vais pas toutes les détailler, mais pour l'Italie, là où c'est très intéressant, c'est que pour eux, la base du foot, c'est la tactique. Donc c'est pour ça que Snuffy, leur coach, qui est aussi un joueur pro, lui met un poids d'honneur sur la tactique et des schémas d'attaque qui sont assez réglementés et très précis. Donc dans un premier temps, quand on lui annonce ça, lui Barreau, ça lui casse ses couilles et dit clairement au coach d'aller se faire enculer. Mais sauf que Snuffy est assez intelligent et arrive à dompter Barreau. Oui, je parle bien de dompter parce que ce personnage est un putain d'animal dans tous les sens du terme. Et comment Snuffy va dompter Barreau, c'est tout simplement en le mettant star de ses schémas tactiques et à la finition de chaque attaque. C'est ce qui aura permis à Barreau de s'élever dans la Nego Egoist League au point d'atteindre quand même 100 millions en yens. Bon, c'est en yens, mais c'est quand même beaucoup. Et faisant de manière temporaire le meilleur joueur du manga Blue Lock, donc ça, ce n'est pas rien. Donc là, le roi a réussi à atteindre les sommets, cependant, ce n'est pas suffisant pour lui, vous allez voir pourquoi. Vient le match contre le Bayern. Alors il y a quelque chose qui a changé, c'est tout simplement que Isagi entre deux matchs est devenu complètement dopé, je le dis. Et c'est pour ça que Isagi arrive à contrer tous les schémas tactiques d'attaque, donc en soi de museler complètement Barreau et de le bloquer. Car oui, en fait, tous les schémas d'attaque se terminent de la même manière, avec une touche de balle pour Barreau qui met le but et qui termine. Alors certes, Barreau a une nouvelle faculté qui s'appelle le Predator Eyes, en gros c'est capter quand le gardien manque d'attention et mettre le but. Mais en soi, c'est vrai que le jeu de Barreau dans la Nego Egoist League, à ce stade-là, se reposait beaucoup sur le schéma tactique de Snuffy et de son équipe. Donc finalement, Barreau n'était pas tant le roi conquérant qu'il voulait être et finalement la lumière sur le terrain. Car Barreau dépend beaucoup des schémas tactiques. Et lorsque ces mêmes schémas tactiques ne marchent plus, bah en fait, Barreau ne sert complètement à rien. Et ça, c'est ce qu'il a remarqué à un moment. Snuffy, si j'avais tiré comme prévu par le schéma que t'as élaboré, mon tir aurait arrêté, tu sais. Combien de fois tu vas encore me faire honte? Enfoiré, t'avais pas dit que je deviendrais le roi en acceptant ce travail? Que si on échoue en suivant tes directives, t'en prendrais l'entière responsabilité? Je ne veux pas d'un avenir qui m'est tout tracé. Mais si par malheur il m'était impossible de devenir le meilleur, alors je choisirais une mort éclatante. Et qu'est-ce que cette action signifie? Bon, à part le fait qu'elle soit putain de stylée, c'est que pour lui, comme il le dit juste après, ça ne sert à rien de jouer si tu ne prends pas de risque, autant crever à ce stade. Si on reprend notre parallèle avec le roi, en fait pour lui le roi se doit d'être un roi conquérant, mais plus que ça, un roi guerrier qui joue le trône et sa vie pour le trône et qui doit toujours viser plus loin et plus de terre. Alors c'est ce qu'on a vu avec beaucoup de rois et de conquérants qui avaient envie de conquérir tout le monde dans leur idéal. Bon, ça ne s'est jamais fait. Mais ça c'est un point intéressant qu'on va pouvoir mettre en parallèle dans la conclusion. Et oui, je fais du foreshadowing, Oda transpire... Et c'est pour ça qu'en fait, le roi conquérant et guerrier ne peut pas se reposer sur les autres, parce que sinon ça n'aurait aucun sens, et pour ça qu'il ne se repose plus sur Snuffy à ce stade du match. Sinon, en tant que roi, il se retrouvera forcément limité, et en reprenant le parallèle de l'évolution de Barreau, où il pourrait se trouver des excuses pour sa défaite, là, en se reposant trop sur les autres, bon, on pourrait se trouver des excuses en se disant « Oui, je me suis reposé sur eux, mais non pas fait le taf, donc moi j'y suis pour rien ». Tandis que lui, Barreau, il va aller complètement à l'opposé de ça et dire « J'ai merdé, c'est ma faute, j'ai réussi, sucez-moi la bite ». Et c'est ce qui marque pour moi une seconde évolution majeure dans le personnage de Barreau, un personnage qui sera prêt à prendre tous les risques pour faire des actions qui le feront briller et percer au foot. Bon, malheureusement, Barreau perd le match, mais bon, on va dire que certains personnages ont été dopés par le scénario, voilà, on ne va pas citer de nom. Mais il y a un moment assez intéressant dans l'arc Egoist League, c'est son match contre City.
Où à la fin, il a une petite discussion avec Nagi où il parle de son rêve, qui est tout simplement de mettre en place une ère de règne de Barreau. Donc le gars parle carrément comme un putain de dictateur. C'est un malade mental, mais c'est pour ça qu'on l'adore. Bon, cette conclusion, je vais la faire sous forme d'ouverture plutôt que de résumé global de ce que j'ai dit, parce que bon, si je devais faire un résumé global, ça va se résumer en une phrase. Barreau est un roi qui évolue, voilà. Et j'en avais rien à foutre. Bref, alors, concernant l'ouverture, donc ça c'est assez intéressant, en fait, je vais parler de ce qui pourrait potentiellement arriver pour le personnage de Barreau. Alors ça va être un petit peu de la théorie, mais on va dire de la théorie qui se base sur rien de concret, donc en fait c'est de la thé à la limite. Donc mon ouverture va partir du principe que Blue Lock reste fidèle à son pitch de base, c'est-à-dire en fait que Blue Lock est un manga qui mélange Battle Royale et foot. Donc que veut dire Battle Royale? C'est qu'à un moment il va en rester plus qu'un. Alors même si dans la logique en sélection nationale, bon, tu peux avoir 5 attaquants, donc je pense que si on reste assez cohérent avec l'esprit du foot, il restera 5 joueurs dans le Blue Lock. Mais si on part du principe que Block ne veut conserver seulement qu'un seul attaquant, là il va ne rester qu'un seul personnage qui est le protagoniste, qui est Isagi. Bon, là fallait pas avoir trop de doutes. Et ça voudrait dire que forcément à un moment, Barreau va se retrouver éliminé d'une quelconque manière. Donc bon, je sais pas comment vont être faites les épreuves par la suite, si le tournoi U20 va avoir une influence, je sais pas, on verra bien. Mais par contre, je peux imaginer la manière dont Barreau sera éliminé. Je m'explique. En fait, Barreau a un gros défaut, bon vous l'avez capté, c'est son ego inflexible. Même à ce stade du manga, en fait, comme on a pu le voir dans le match contre les U20, bon, même si j'avais dit qu'il n'y avait pas grand chose à dire, bon, ce détail-là est assez marquant, que malgré le contexte, malgré la situation, il veut jouer pour briller, donc même si ça voudra dire faire des actions de fou qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire, carrément, racketter le ballon à ses coéquipiers. Donc quand on regarde cet ego inflexible, on se doute bien qu'à un moment, Barreau aura cette prise de risque, mais qui ne sera pas bénéfique comme le match contre le Bayern, mais qui là marquera la fin de sa carrière. Alors ça peut se traduire de deux manières. Soit un, à la manière Shigiri, c'est-à-dire qu'en fait ça lui fait une putain de blessure qu'il ne s'en remettra jamais, donc allez, ciao Barreau. Ou deuxième option, que cette action complètement risquée et improbable fasse perdre la confiance de ses coéquipiers car elle n'aura pas conclu un but. Donc ça pourrait se traduire dans le monde professionnel de par exemple, il perd la confiance de ses coéquipiers, le coach le fait plus jouer, il joue plus, bah voilà, il devient complètement finito. Allez, ciao, Barreau. Donc pour moi, c'est les deux manières qui pourraient faire en sorte que Barreau puisse perdre sa place dans le Blue Lock ou dans le foot. Bon, maintenant que j'ai terminé la conclusion, bah, je vais vous livrer quelques bonus, dont un qui est tout simple. Bah, c'est la représentation de Barreau par un lion. Car oui, on remarque récemment Yusuke Nomura aime bien représenter ses personnages au travers d'animaux. Donc on a exemple avec Barreau, Shigiri et Reo, qui sont respectivement le lion, la panthère et le caméléon. Alors là, pour les deux autres, ça s'est fait assez tardivement. En fait, pour Barreau, bah, la représentation par le lion s'est fait assez tôt. Et en fait, la représentation par le lion, c'est tout simplement ce qu'il y a de mieux pour le personnage. Parce que le lion est associé premièrement à la royauté, bah, il se fait appeler le roi des animaux, donc bon, t'as pas plus cohérent avec Barreau. Et aussi, le lion est quand même assez représentatif de l'orgueil, qui est quand même une des caractéristiques principales de Barreau, comme on a pu le voir dans toute cette vidéo, si vous avez suivi un minimum, s'il vous plaît. Ce qui est assez intéressant concernant le début de cette représentation par le lion, c'est que ça s'est fait un petit peu à l'improviste. Donc en gros, c'est l'auteur du manga Kaneshiro qui a dit à Yusuke Nomura ouais, il y a moyen que tu me fasses un lion en arrière-plan sur Barreau à ce moment-là. Et puis il l'a fait. Mais c'est pour ça que j'aime bien ce personnage, c'est qu'il a une présence de par son charisme, mais c'est qu'il a aussi une présence graphique dans le manga de par ses traits caractéristiques, le lion et les éclairs. Donc voilà, c'était globalement tout ce que j'avais à dire sur le personnage de Barreau, donc si vous aimez ce format de vidéo, n'hésitez pas à me le dire, et si vous n'aimez pas, comme je l'ai dit en fait, tout simplement, faites bider la vidéo ou dites bah j'ai pas aimé. Par la suite, je pourrais peut-être faire ce type de format, ça vous plaît, ça vous plaît pas, je ne referai pas, parce qu'en vrai, moi j'aime bien tenter des petites analyses, tout ça, vous avez vu. Donc sur ce, je vous dis ciao, et pour de prochaines vidéos qui arriveront à rythme aléatoire, comme sur toute ma carrière YouTube, maintenant, voilà, c'est aléatoire. Ou sinon, en vrai, vous avez une autre chaîne où je fais du Pokémon, voilà, ça vous intéresse. Ciao.